بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Toujours dans le cadre de la matière construction métallique, matière destinée à vous, étudiants de la troisième année licence académique en génie civil, je vous présente aujourd'hui l'essentiel du chapitre 3 intitulé Déversement des pièces métalliques fléchies. Ce chapitre vient après le chapitre 2 qui concernait le calcul des pièces sollicitées en compression simple, où on avait détaillé comment prendre en compte l'effet de l'instabilité causée par la compression simple, instabilité dite, comme vous le savez, flambement. Il est important de noter dès maintenant que l'approche de la condition de stabilité au déversement des éléments fléchis est totalement calquée sur la condition de stabilité au flambement des barres soumises à la compression simple. Cela veut dire, tout simplement, que les informations acquises du chapitre 2, chapitre du flambement, serviront comme base pour ce chapitre du déversement, et faciliteront par conséquent la compréhension du présent chapitre. Commençons par le plan du chapitre. Comme vous voyez, on commencera par une introduction où on définira les éléments métalliques sollicités en flexion simple. On verra ensuite dans le point 3.2 le principe de dimensionnement ou d'analyse des éléments fléchis. Le point suivant 3.3 sera dédié à la définition du déversement. Dans le point 3.4, on détaillera l'aspect théorique du déversement. Et ici, je dois dire qu'on ne va pas le faire aussi détaillé que pour le flambement, car la même logique sera suivie. Ensuite, en 3.5, l'aspect réglementaire du déversement, toujours selon le code CCM 97. Bien sûr, des applications et exercices sont prévus dans les séances des travaux dirigés. Commençons par l'introduction. Donc, si on se demande qu'est-ce qu'un élément métallique sollicité en flexion simple, tout simplement, et comme montré par cette figure, les charges doivent se trouver dans leur plan moyen de symétrie. Alors pourquoi dans leur plan moyen de symétrie? Tout simplement, si les charges seront décalées de ce plan, elles causeront en plus de la flexion un moment de torsion. Chose qui n'est pas traitée dans ce chapitre, qui concerne les pièces métalliques fléchies et non pas tordues. Maintenant, revenons à nos pièces métalliques fléchies. On peut facilement calculer les valeurs du moment fléchissant dans chaque section. Par exemple, le moment max pour cette poutre isostatique avec appui simple et double est égal à QL carré sur 8. Pour le cas de cette poutre bi-encastrée, le moment max se trouve en appui, il est égal à QL carré sur 12. À mi-travée, il est égal à QL carré sur 24. Comme exemple d'éléments métalliques sollicités en flexion simple, je cite les traverses et les listes de bardage. Passons au point 3.2 où on discutera le principe de dimensionnement des éléments fléchis. La première chose à retenir est que, comme le cas des éléments comprimés, le comportement des éléments fléchis dépend de l'élancement réduit de l'élément lui-même, symbolisé
par lambda bar LT pour nos éléments fléchis. Vous vous rappelez bien sûr qu'il était noté lambda bar pour les éléments comprimés. Ainsi, selon leur élancement, on distingue deux types d'éléments. Les éléments à élancement faible et les éléments élancés. Les éléments à élancement faible sont caractérisés par une valeur d'élancement réduit lambda bar LT inférieure à une certaine valeur qu'on définira par la suite. Et leur mode de ruine s'effectuera par la plastification complète de la section qui entraîne des déformations importantes pour tout effort supérieur au seuil de la plastification. Selon le code CCM 97, la vérification à faire est MSD inférieur ou égal à MCRD. Le moment sollicitant est inférieur ou égal au moment résistant. Sachant que pour les classes 1 ou 2, MCRD égale à MPLRD, qui est égal à WPL FY sur gamma M0. Pour les sections transversales de classe 3, le moment résistant est égal à MELRD, qui est égal à W élastique FY sur gamma M0. Et pour les éléments de classe 4, MCRD égale MORD, qui est égal à W efficace fois FY sur gamma M1. FY est la limite d'élasticité, gamma M0 et gamma M1 sont des coefficients de sécurité. Cette vérification encadrée en bleu pourra être écrite sous cette forme. MSD inférieur ou égal à bêta W fois WY fois FY sur gamma M. WY prend la valeur de WPL pour les sections transversales de classe 1. Il est égal à WEL pour les sections transversales de classe 3 et W efficace si l'élément a une classe transversale 4. Pour bêta W, elle est égale à 1 pour les éléments de classe 1 et 2, WEL sur WPR pour les éléments de classe 3, et W efficace sur WPL pour les éléments de classe 4. Par contre, les éléments élancés sont caractérisés par leur élancement réduit, lambda bar LT, supérieur à une certaine valeur qu'on définira aussi par la suite. Ils sont susceptibles, à cause de leur élancement qui dépasse une limite critique, à un phénomène d'instabilité, appelé déversement, et qu'on détaillera juste après. Donc, pour aller plus dans le détail, on passe à la définition du déversement. On peut dire en premier lieu que c'est le phénomène d'instabilité des structures soumises à un moment fléchissant. Ainsi, si on voit bien dans la figure à gauche, pour une charge qui dépasse une limite particulière, la partie comprimée du profil, qui est la semelle inférieure ici, va se dérober et déplacer latéralement pour échapper à la compression. Je rappelle, seulement quand la charge appliquée dépasse une limite particulière. On peut cependant dire que cette semelle flambe dans le plan horizontal, et c'est ça le déversement, qui n'est finalement qu'un flambement latéral de la partie comprimée dans le plan horizontal. Donc, chaque section va subir les mouvements suivants. Premièrement, un déplacement vertical, noté V, puis une translation horizontale, noté U,
Et en dernier, une rotation autour du centre de cisaillement, notée bêta. Afin de comprendre plus le phénomène de déversement, nous allons détailler maintenant son aspect théorique. On va suivre la même procédure comme celle du chapitre précédent afin de déterminer le moment critique du déversement. Sauf qu'ici, c'est Timoshenko et non pas Euler qui avait initié l'étude du déversement, en considérant une poutre biarticulée à ses deux extrémités, soumise à un moment de flexion pure, tout en respectant les hypothèses suivantes. La poutre est sans imperfection et sans contrainte résiduelle. Sa section est doublement symétrique, constante sur toute sa longueur. Le matériau est supposé être élastique et linéaire. Le moment d'inertie IZ est très faible par rapport à Y et les déformations sont petites. Là, on va considérer les trois mouvements de la section transversale suite au déversement et écrire pour chaque mouvement, l'équation de la ligne élastique. Donc, chaque section va subir les mouvements suivants. Un déplacement vertical suite à la flexion par rapport à l'axe YY. Un déplacement horizontal suite à la flexion par rapport à l'axe ZZ. Et une torsion autour de XX. Pour le déplacement vertical V, l'équation de la ligne élastique est la deuxième dérivée de V par rapport à X égale MY de X sur EIZ. Pour le déplacement horizontal U, l'équation est la deuxième dérivée de U par rapport à X égale MZ de X sur EIZ. Et pour la rotation bêta par rapport à X, on a M de X égale EIW, troisième dérivée de U par rapport à X, moins EIT, la dérivée de bêta de X par rapport à X. Y et IZ sont respectivement les inerties par rapport à Y et Z. IW est l'inertie de gauchissement et IT est l'inertie de torsion. Timoshenko a ensuite dérivé 3 fois l'équation de la torsion et a utilisé les expressions des équations des déplacements vertical et horizontal pour retrouver l'équation différentielle suivante. EIW fois la quatrième dérivée de bêta de X par rapport à X, moins GIT fois la deuxième dérivée de bêta de X par rapport à X, moins le carré de MY de X sur EIT fois bêta de X égale à 0. C'est une équation différentielle de quatrième degré sans second membre, équation à laquelle, et comme Euler, Timoshenko a cherché sa solution. Donc, la solution est bêta de X égale A cosinus hyperbolique A de X plus B sinus hyperbolique A de X plus C cosinus B de X plus D sinus B de X. Où A, B, C et D sont des constantes d'intégration déterminées à partir des conditions aux limites, à x égale à L et x égale à 0. Sans rentrer plus dans les détails, chose qui a été faite pour la résolution de l'équation différentielle des éléments comprimés lors du chapitre précédent, ici, Timoshenko a déterminé théoriquement l'expression du moment critique du déversement suivante. M critique égale pi sur LD fois la racine de GIT EIZ fois 1 plus pi au carré EIW sur LD au carré GIT. Avec LD et la longueur de la poutre entre les points latéralement maintenus, elle est dite aussi longueur de déversement. G est le module de cisaillement, E est le module d'élasticité longitudinale,
IT est l'inertie de torsion, IZ est l'inertie par rapport à l'axe ZZ, c'est l'inertie faible, et IW est l'inertie de gauchisme. On passe au dernier point du chapitre, qui est l'aspect réglementaire du déversement, où on va voir comment le code CCM 97 tient en considération l'effet de cette instabilité élastique. Commençons par cette note importante qui dit que l'approche de la condition de stabilité au déversement des éléments fléchis selon l'Eurocode 3 et le code algérien CCM 97 est totalement calquée sur la condition de stabilité au flambement des barres soumises à la compression simple, qui a été traitée en détail dans le chapitre précédent, le chapitre 2. Cela veut dire tout simplement qu'on adopte les mêmes courbes européennes A, B, C et D. Voici les courbes, mais en changeant bien sûr qui par QLT et lambda, l'énoncement réduit, par lambda bar LT. Maintenant, on sait bien qu'en pratique, et à cause des imperfections, l'instabilité, que ce soit flambement ou déversement, se produit toujours pour une valeur d'élancement réduit qui est inférieure à 1. Cette valeur, rappelons, était égale à 0,2 pour le flambement. Elle est égale à 0,4 pour le déversement. Donc, le mode de ruine s'effectue par la plastification quand lambda bar LT est inférieur à 0,4 et par déversement lorsque lambda bar LT est supérieur à 0,4. La valeur de QLT est donnée par cette équation. QLT égale 1 sur phi LT plus la racine de phi LT au carré moins lambda bar LT au carré. Mais bien sûr, QLT doit être toujours inférieur ou égal à 1. Pourquoi inférieur ou égal à 1? Tout simplement parce que QLT est le rapport entre la contrainte critique et la limite d'élasticité Fy. Et puisque sigma critique ne pourra pas dépasser Fy, le rapport reste toujours inférieur ou égal à l'unité. Et le coefficient de réduction phi LT égale à 0,5 par 1 plus alpha LT fois l'élancement réduit moins 0,2 plus le carré de l'élancement réduit. Les valeurs du facteur d'imperfection alpha LT restent les mêmes. 0,21 si la courbe est A, 0,34 si B, 0,49 pour C et 0,76 pour la courbe D. Par contre, les courbes de déversement A, B, C ou D, qui sont fonction des caractéristiques sectionnelles du profil, sont déterminées selon ce nouveau tableau. Donc, comme conclusion, on revient et dire que le comportement des éléments fléchis dépend de l'élancement réduit lambda bar LT. Et selon leur élancement, on distingue deux types d'éléments. Les éléments à élancement faible, caractérisés par lambda bar LT inférieur ou égal à 0,4, et les éléments élancés, caractérisés par lambda bar LT supérieur à 0,4. Le mode de ruine des éléments élancés, le mode de ruine des premiers, les éléments à élancement faible,
s'effectuera par la plastification complète de la section qui entraîne des déformations importantes pour tout effort supérieur au seuil de la plastification. Et selon le code CCM 97, on revient et dire la vérification à faire est MSD inférieur ou égal à MCRD. Pour les classes 1 et 2, MCRD égale à WPL FY sur gamma M0. Pour les classes 3, il est égal à WEL FY sur gamma M0. Pour les classes 4, W efficace FY sur gamma M1. La vérification en bleu pourra être écrite sous cette forme. MSD inférieur ou égal à bêta W fois WY FY sur gamma M. Avec WY, il est égal à WPL si la classe 1 ou 2, à WEL si la classe 3 et W efficace si la classe est 4. Bien sûr, bêta W égale à 1 pour les éléments de classe 1 ou 2, WEL sur WPL pour la classe 3 et W efficace sur WPL sur la classe 4. Maintenant, les éléments énoncés sont susceptibles au phénomène de déversement. Et selon le code CCM 97, la vérification à faire est MSD inférieur ou égal à QLT fois bêta W fois WY fois FY sur gamma M1. Là, et par rapport à la vérification sans instabilité, celle encadrée en bleu, on a remplacé la contrainte limite d'élasticité FY par la contrainte critique du déversement, qui est égale à QLT fois FY. Toutes les valeurs sont connues maintenant. Voici l'équation de QLT, l'équation de φLT, l'équation de lambda bar LT, celle de lambda 1, et l'unique deux inconnus qui restent sont M critique et lambda LT. Le code nous donne les formulations du moment critique du déversement élastique M critique. Par exemple, pour les poutres à section transversale constante et doublement symétrique, fléchies par rapport à l'axe de forte inertie, le moment critique élastique de déversement est donné par cette formule un peu compliquée. Voici la formule. Cette équation dépend de C1 et C2, qui sont des facteurs qui dépendent des conditions de charge et d'encastrement, K et KW, qui sont des facteurs de longueur effective. Ils varient de 0,5 à 1 en fonction des conditions aux limites. LD est la longueur de déversement, G est le module de cisaillement, E est celui d'élasticité longitudinale, IT est le moment d'inertie de torsion, IW est l'inertie de gauchissement, IZ est le moment d'inertie suivant l'axe faible ZZ, ZG est la distance entre le point d'application de la charge et le centre de cisaillement qui coïncide avec le centre de gravité. Bien sûr, on détaillera plus ça via des applications et exercices prévus dans les séances de TD. Aussi, le code nous donne la formulation de lambda LT. Pour les poutres à section transversale doublement symétrique en I ou H, l'énoncement lambda LT peut être déterminé par cette formule. Avec IZ et le rayon de gyration de la section par rapport à l'axe Z, H est la hauteur de la section et TF est l'épaisseur de la
semelles. Et on termine par ce tableau disponible dans le CCM 97 qui nous fournit les valeurs des facteurs C1, C2 et C3 en fonction du facteur de longueur effective K et le mode de chargeur. Voilà, comme ça, on a terminé avec ce chapitre intitulé Déversement des pièces métalliques fléchies, où on avait détaillé comment prendre en compte l'effet d'instabilité causé par la flexion simple, instabilité dite déversement. La prochaine fois, on traitera le calcul des éléments comprimés et fléchis. Je vous remercie pour votre attention. Je reste disponible pour répondre à vos éventuelles questions. Salam alaikum.